c'est la suite, c'est la continuité de ce qu'on a fait la dernière fois. Je vais vous parler du gradient, de la formule Taylor-Young et puis, comme application, comment, trouver les extrémums libres d'une fonction, donnée. Alors, ce qu'on sait sur le gradient, rappelez-vous, c'est, juste le vecteur, qu'on a identifié avec, la transposée, de la matrice jacobienne, heu, qui est la matrice de la différentielle, en fait. Donc pour une fonction, à valeur réelle, une fonction de Rn à valeur dans R, sa différentielle, heu, se on peut la calculer de manière simple, hein, en termes du gradient. La différentielle de f au point A appliquée à V, juste le produit scalaire entre le gradient de f évalué en A, avec le vecteur V. Hem, et bien dans ce premier paragraphe, je vais vous présenter les propriétés, fondamentales du gradient, surtout l'interprétation graphique, hein, derrière le gradient. Puis avec ça, on va établir après, la formule Taylor-Young à l'ordre 1 et l'ordre 2. Ça va nous permettre d'avoir une idée, du comportement de la fonction localement en un point donné et pour pouvoir, au final, décider si la fonction admet en un point donné, un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum local. On y va. Donc, alors trouver, pour pouvoir dégager ces propriétés, graphiques, du gradient, les propriétés graphiques du gradient, je vais faire le lien avec la dérivée directionnelle. La dérivée directionnelle, d'une fonction f suivant le vecteur v. Parce que je sais que les 2 sont reliés par, heu, la différentielle. Je sais que la différentielle de f au point A appliquée à v, c'est aussi la dérivée, directionnelle au point A suivant le vecteur v. Et puis, puisque la fonction est à valeur réelle, la différentielle s'exprime en termes du gradient. Voilà ce que je voulais dire. Donc je me place dans un ouvert de Rn, heu, f une application donnée à valeur réelle. Notez bien que l'arrivée c'est R. A c'est un point de D. Alors, une petite remarque, alors si jamais l'ensemble D n'est pas ouvert, hein, vous vous placez à l'intérieur, donc vous évitez le bord. Et puis une direction V, un vecteur unitaire, pour pouvoir définir la dérivée directionnelle. Alors si f est différenciable, alors le gradient existe, la jacobienne existe, la dérivée directionnelle existe, les dérivées partielles existent. Et puis, la dérivée directionnelle, qui est, la définition la définition qu'on connaît, qu'on a, c'est en termes de limite, hein. Limite de f de a plus tv moins f de a sur t, limite quand t tend vers 0. Et puis quand la fonction est à valeur réelle, la dérivée directionnelle s'exprime de manière simple en termes du gradient, c'est juste le produit scalaire entre le gradient et le vecteur v. Alors pour trouver cette formule, on n'a qu'à identifier les 2 expressions de la différentielle, celle du milieu, hein. Comme la fonction est différenciable, donc je sais que la dérivée directionnelle existe, donc j'ai ça. Et puis j'oublie ça pour le moment. Et puisque la fonction est à valeur réelle, alors la différentielle, c'est juste le produit scalaire entre le gradient et le vecteur v. Puis j'oublie le terme du milieu et j'identifie les 2 quantités. Donc vous voyez, hein, le gradient et la dérivée directionnelle sont intimement liés, hein, sont liés par cette relation. Avec cette relation, j'ai une interprétation graphique du gradient. Alors, si j'appelle, alors le produit scalaire, vous savez, comment faire le produit scalaire? X scalaire Y, pour des vecteurs de Rn, c'est norme de X fois norme de Y fois cos l'angle que fait, le vecteur X avec Y. Donc si j'appelle θ l'angle que fait le gradient de f en A avec le vecteur V, bien f'V au point A c'est quoi? C'est norme du gradient fois la norme du vecteur V, on l'a pris unitaire, hein. Pour ça, rappelez-vous quand j'ai défini la dérivée directionnelle, je vous ai dit: «J'ai une belle interprétation graphique derrière, sur le gradient quand je prends, un vecteur unitaire». Hein, pour pouvoir parce que j'ai ça, pour obtenir ça justement. Sinon il faut rediviser par la norme de V et c'est pas joli comme, comme expression. Donc je reprends. Donc si j'appelle θ l'angle que fait le gradient avec le vecteur V,
Je développe le produit scalaire, c'est norme de grade f au point A fois normalement la norme du vecteur v fois qui est égal à 1 fois cos l'angle que fait le gradient avec v. Donc, si on fait varier v, parce que v est arbitraire a priori, donc si v varie, l'angle θ varie, et donc cos θ varie. Et cos θ varie et prend toutes les valeurs de -1 à 1. Donc, cette quantité atteint son minimum qui est -1 quand θ vaut 0, auquel cas F'V atteint son maximum quand θ égale à 0. Et ce max, c'est la norme du gradient de f en 1. Ça, c'est le max, hein, le max. Je reprends, donc le max, c'est quand cos θ vaut 1, excusez-moi, c'est-à-dire quand θ égale à 0. Et le min, il atteint quand θ vaut pi, et F'V min, c'est moins la norme du gradient. Et bien ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'atteins f atteint son maximum, c'est quand l'angle que fait gradient avec v vaut 0. C'est-à-dire dans cette direction, dans la direction v, on se place dans cette direction, la fonction elle atteint son maximum. C'est-à-dire le gradient il pointe dans la direction de croissance maximale de f. J'espère que vous avez compris. Donc, heu, imaginez en fait, vous êtes sur, des collines, hein, avec des collines, une place sur la montagne, vous avez des collines, des plateaux, hein, et des sommets. Et vous voulez aller, d'un sommet à un autre, le haut d'une colline vers une autre, le plus rapidement possible. Mais il faut choisir le gradient, c'est-à-dire la ligne de plus grande pente pour arriver le plus rapidement possible. Voilà. Donc une des propriétés fondamentales à connaître par cœur, le gradient, il pointe dans la direction de croissance maximale de la fonction. Donc moins le gradient, moins grade f, il pointe dans la direction de décroissance maximale de f. Voilà. Deuxième propriété fondamentale à connaître aussi, c'est qu'il est orthogonal à l'ensemble de niveaux correspondants. Ici, j'annonce le résultat, je balance directement le résultat, je vais le démontrer. D'abord, on a un problème avec ce nouveau terme, hein, ensemble de niveaux. Alors, c'est quoi l'ensemble de niveaux? Eh bien, l'ensemble, par exemple, pour la fonction x2 plus y2, qui est la paraboloïde, son graphe, c'est le bol, c'est comme un bol, hein, c'est le paraboloïde. Euh, les ensembles, alors on peut tracer, si vous voulez, quelques ensembles de niveaux. Par exemple, ici, j'ai schématisé le niveau 10, 20, 30 et 40, qui sont des cercles parfaits, même si sur la figure sont des formes d'ellipses, hein. L'échelle n'est pas bonne ici. En tout cas, ce sont des cercles parfaits. Ici, ce sont des contours, donc les ensembles de niveaux sont des contours. Tous les points du cercle bleu, ça c'est l'ensemble, c'est le niveau 10 de la fonction. Alors, tous les points du cercle bleu ont la même image qui est 10. Tous les points de ce cercle. Oui, c'est comme les isobars ou les isothermes. Les points du cercle vert, celui-là, niveau 20, ont même image. Tous ces points ont la même image qui est 20. Hein. Donc c'est un sous-ensemble de Rn, hein, et LP, le niveau P de la fonction f, c'est l'ensemble des points de Rn qui ont pour image le réel P. Donc je reprends. Alors pour la paraboloïde, le niveau 0, c'est juste le point 0. Le niveau 1, c'est le cercle de centre 0 et de rayon 1. Voilà, de plus en plus, dans plus R, plus le rayon est grand, plus la hauteur est haute, élevée. Le cercle est de plus en plus gros. Alors, petite remarque, ici l'ensemble du niveau il est fermé, c'est juste une courbe fermée, mais en général, c'est pas obligé, pas forcément, hein. On peut avoir des courbes qui sont ouvertes. Alors, encore une remarque, oui. Alors l'ensemble des niveaux pour une fonction de 2 variables, c'est une courbe. Fermée ou ouverte, c'est pas important, mais c'est une courbe. Sachez qu'on peut avoir, une surface, un volume, tout dépend de
de la dimension de l'espace sur lequel on travaille. Voici un deuxième exemple. Pour la fonction racine de x2 plus y2 plus z2, les ensembles de niveaux ici, niveau 1 et le niveau racine de 2, ce sont des sphères de plus en plus grosses, hein. Plus le niveau est élevé, plus la boule est grosse. Donc un ensemble de niveaux peut être une courbe, une surface, ou un volume, ou hypersurface. Tout dépend de, comme je disais tout à l'heure, de la dimension de l'espace. Bon, on a compris ce qu'est donc un ensemble de niveaux. C'est un sous-ensemble de Rn, un ensemble de points, et en tous ces points, f vaut constante, est une constante. D'accord. Alors je reviens donc à notre propriété. Alors c'est orthogonal à ça. Donc pourquoi le gradient est orthogonal à ces surfaces de niveau, ou ces ensembles de niveaux? Donc, normalement, le gradient, il est orthogonal au cercle. Alors, je vais tester ce résultat sur deux exemples. Les deux exemples qu'on a considérés. Le premier pour la fonction x2 plus y2. Pourquoi le gradient il est orthogonal à cet ensemble de niveaux? Ici, je considère le niveau 1. Donc, tous ces points ont la même image qui est 1. X2 plus Y2 égale à 1, ça donne un cercle, c'est le cercle unité de centre 0 et de rayon 1. Alors, dire que le gradient il est orthogonal à cette courbe, on revient à dire que le gradient est orthogonal à la tangente à la courbe de niveau au point A. D'accord. Alors, je fais comment pour trouver cette tangente? Eh bien, je considère une courbe, un arc tracé sur ce cercle unité. On imaginait un mobile qui se déplace le long de cette courbe. Donc, j'appelle T le temps hein, allant de 0 à pi sur 2, par exemple. Vous pouvez considérer le demi-cercle, hein, pas forcément le quart du cercle. Mais c'est assez pour moi, hein. Il suffit qu'il y ait un instant qui passe par le point A considéré. Alors pourquoi je considère ça? Je considère un gamma de t, une courbe ou un déplacement d'un mobile pour pouvoir construire ce vecteur vitesse, parce que j'ai besoin de gamma point t0. Alors dans ce sens ou dans l'autre, c'est pas important, hein. Tout dépend du sens du déplacement de notre mobile. Donc il me faut une paramétrisation de cette courbe, la courbe verte, hein. Par exemple, cos t sin t, t allant de 0 à pi sur 4. C'est bien une courbe qui est tracée sur l'ensemble de niveaux et qui passe par le point A à l'instant, une courbe, oui, qui passe par le point A à l'instant, pi sur 4. Alors, est-ce que le gradient de f en A, scalaire gamma point à l'instant pi 0, pi sur 4, hein, est-ce que ça vaut 0? S alors tout calcul fait, un simple calcul donne donc le gradient de f en un point quelconque ici, là, à n'importe quel instant t, c'est 2 cos t de sin t. Et puis gamma point, c'est la dérivée de cos et moins sin t, dérivée de sin t, c'est cos t. Alors j'évalue ce terme en t0, en pi sur 4, c'est 2 racine de 2 sur 2, donc racine de 2, et puis racine de 2. Et pour gamma point en pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Si je fais le produit scalaire, j'obtiens moins 1 plus 1 et ça donne bien 0. Parfait. Donc notre définition, enfin notre propriété semble cohérente, logique. En effet, le gradient est orthogonal à l'ensemble du niveau. D'accord. Pour une fonction de deux variables, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est le même principe, hein. Je considère le niveau 1 de la fonction racine de x2 plus y2 plus z2. Le niveau 1, donc ça, c'est la sphère. Et pareil que tout à l'heure, je vais m'intéresser au point A, le pôle nord de la sphère. Et j'ai montré, enfin vérifié, que le gradient de f en ce point, au pôle nord, est bien orthogonal à la sphère qui est notre ensemble de niveaux. C'est-à-dire orthogonal à n'importe quel vecteur tangent, si vous voulez, à cette sphère. Alors pour trouver gamma point t0, comme tout à l'heure, on imagine le déplacement d'un mobile sur ce méridien, par exemple, hein. Bon, c'est juste une courbe, ce demi-cercle, dans le plan quoi, x égale à 0, oui.
Donc, une paramétrisation de cette courbe, 0 cos t sin t, et t variant de 0 à pi sur 4 et en pi sur 2 passe par le point A. Pourquoi je considère cette courbe, violette ou magenta? C'est pour pouvoir construire ce gamma point T0 et puis tester l'orthogonalité entre ces 2 vecteurs. Heu, Pareil que tout à l'heure, donc je calcule le gradient de f en un point de cette courbe, c'est 0 cos t sin t, et puis gamma point, c'est 0 moins sin t cos t. Évalué en pi sur 2, ça donne quoi? Donc 0, 0, 1 et puis 0 moins 1, 0. Vous faites le produit scalaire, 8 fois lui, plus 8 fois lui, plus 8 fois lui, ça donne 0. Donc c'est pas assez, il me faut un autre vecteur, donc je considère l'autre méridien, pareil que tout à l'heure, même paramétrisation, sauf que cette fois-ci 0, on va le placer, ici. Donc ça devient cos t sin t, cos t 0 sin t. Même chose, vous allez trouver 0. Avec ces 2 vecteurs, je forme un plan et puis le gradient il est bien orthogonal ou normal à ce plan, et donc ça veut dire qu'il est orthogonal à notre ensemble de niveaux. Donc, la propriété du gradient, l'orthogonalité du gradient à l'ensemble de niveaux est bien vérifiée pour une fonction de variables et pour cette fonction de 3 variables. Alors pourquoi ça marche à tous les coups? Quelqu'un aura une réponse? Pourquoi à chaque fois je fais le gradient de f en un point gamma de t, je fais le produit scalaire avec gamma point en t, même instant bien sûr, je trouve 0? Quelqu'un aura la réponse? Non. Eh bien tout simplement parce que cette expression n'est rien d'autre que, regardez, grade f en A fois gamma point. On est en train de dériver une composée ici, ou la différentielle d'une composée, la différentielle de f composée avec, c'est f en gamma, c'est f en gamma. F ici, en tous ces points de cette courbe, la fonction est toujours constante. Du coup, la différentielle est nulle. Et la différentielle, c'est juste ça. Voilà, donc je fais la preuve donc dans le cas général. Hem, la petite variété ici en gris, c'est notre variété, c'est l'ensemble de niveaux qui peut être je rappelle, soit une courbe, soit une surface, un volume, peu importe, une variété un sous-ensemble de Rn-1. Donc tous les points de cette, grille ici, ont pour image, le point P. D'accord. On veut prouver que le gradient en ce point, le gradient, il est bien orthogonal à cette surface de niveau, disons une surface. Donc il faut qu'on arrive à former le plan tangent par, plusieurs vecteurs, tangents à des courbes tracées sur S, autant que nécessaire, hein. Et puis, prouver cette propriété. Alors, je considère donc une courbe régulière, tracée sur S, une courbe quelconque, et qui passe par, le point A à l'instant t égale à 0, disons. Bien sûr, et à l'intervalle contenant 0. On a donc f rond gamma égale à p égale à constante. Oui, tous les points de de l'ensemble de niveaux ont pour image P, en particulier tous les points qui sont sur gamma. Oui, parce que, l'image de gamma est incluse dans S, hein. Le support de gamma est bien sur S. Donc, la différentielle de f en gamma en 0 appliquée à t, par exemple, ça donne 0. Et par la formule de la différentielle de la composée, ça donne ça.
Et puis la différentielle, ici ma fonction est ta valeur réelle, donc la différentielle de f en un point A appliquée à un vecteur v, c'est le gradient de f au point A appliqué à v. Ici v c'est la différentielle de gamma 0 au point t, ben, la différentielle c'est t fois gamma point 0. Facile à vérifier. Vous évaluez juste la jacobienne, vous verrez. Par exemple, gamma de t, vous l'appelez x de t, y de t. Donc gamma point, c'est x point t, y point t. Et en 0, ça va donner ça. X point 0, y point 0. Qu'on multiplie après par t. Bon, oui, parce que normalement, j'ai t fois x point 0, t fois y point 0. Donc t en facteur x point 0, y point 0. T, y point 0. Et ça, c'est valable quel que soit t dans R. Donc pour t égale 1, ça donne 0. Voilà. Et cela veut dire que le gradient est orthogonal ou normal au plan tangent TAS. À la surface, je dis bien à l'ensemble, à la surface de niveau S au point A. Pas au graphe de F. À la surface ou l'ensemble de niveau. Mais pas à la surface. Pas au graphe de F. Voilà. Voilà tout sur le gradient. Maintenant, la formule. Les deux formules Taylor-Young. C'est pratiquement les mêmes formules qu'on connaît depuis le cours de première année pour une fonction de R dans R. Sauf que on remplace, là où je vois f' par la différentielle. Voilà, en gros, c'est ça. Même les régularités, sont les mêmes hypothèses, hein. Quand je me place dans un ouvert de Rn, à un point de cet ouvert, alors si f est de classe 1, alors elle admet donc un DL d'ordre 1 au voisinage 0, voisinage de h égale à 0. Mais ça, c'est un DL non, non, excusez-moi. Alors elle admet un développement limité à l'ordre 1 au voisinage de A. Et le développement est donné par cette formule. Donc f de A plus h, voisinage de 0, de h égale à 0 ici. C'est f de A plus, normalement j'ai f' ici, à la place de f', ici c'est la différentielle de f en appliqué à h, plus petit o de norme de h. En fait, ce n'est rien d'autre que la définition euh, de la différenciabilité de f en A. Et puis, comme ma fonction est à valeur réelle, la différentielle, c'est juste le produit scalaire de f en A appliqué à h. Produit scalaire entre le gradient et h. Donc, si je vous demande de trouver le développement limité à l'ordre 1 d'une fonction donnée, vérifiez juste qu'elle est de classe 1, vous êtes bien dans un ouvert. Vous évaluez juste le gradient de f en A et vous évaluez f de A. Vous écrivez votre développement limité. C'est tout. Bien sûr, voisinage de h égale à 0. Si vous voulez un DL d'ordre 2, il faut s'assurer que f est de classe C2. Et puis voilà, on retrouve ici le terme d'ordre 1. Puis pour la dérivée seconde qui est remplacée par la différentielle d'ordre 2, n'oubliez pas le 1 sur factoriel 2, ici le 1 demi. Et puis appliqué à h, oui, parce que la différentielle d'ordre 2 est une application bilinéaire, une forme bilinéaire. Bilinéaire, donc on l'applique à h. Si vous voulez le terme d'après, c'est 1 sur factoriel 3, donc 1 sixième, plus la différentielle d'ordre 3 appliquée à h. Vous inquiétez pas, on va se contenter juste de DL à l'ordre 1 et 2. Oui, et comme ma fonction est à valeur réelle, la différentielle s'écrit ainsi, et puis la différentielle d'ordre 2, soit matriciellement, vous écrivez transposé de h fois la hessienne fois h, ou bien en termes du produit scalaire, euh, c'est 1 demi fois la hessienne fois h scalaire h. La hessienne, c'est la matrice de la différentielle d'ordre 2 quand la fonction est à valeur réelle, hein. Chose qu'on a faite la dernière fois, qui est une matrice réelle symétrique quand la fonction est de classe C2 d'après le théorème de Schwarz. Bon, rapidement, en bref, hein, j'ai rappelé deux petites propriétés sur la différentielle d'ordre 2. Voilà, donc si je vous demande de trouver le développement limité d'ordre 2 d'une fonction donnée, vous évaluez f en A, son gradient en A, et puis la HCL en f en A. Vous injectez tout dans cette formule et vous obtenez vos DL. Euh, Monsieur,
سامحني تنجم تعاود لنا شنو هي الإسيان؟ La SIN, c'est la matrice représentative de la différentielle d'ordre 2 et qui est formée par la dérivée, les différentiels d'ordre 2. Donc, par exemple, pour le coefficient 1, c'est d2 de f sur dx2 au point A. Pour le deuxième coefficient, ligne 1, deuxième colonne, c'est d de f sur dx dy. Voilà. Donc, le coefficient de 1, deuxième ligne, première colonne, c'est d de f sur dy dx. Et après, c'est d de f sur d, enfin, formé par les dérivées partielles d'ordre 2. Et sur la diagonale, on a les termes, les différentiels d'ordre 2 de x2, de y2, de z2, ainsi de suite. Et puisqu'elle est de classe C2, donc le théorème de Schwartz me dit que les dérivées croisées sont égales. Donc les termes au-dessus et en dessous de la diagonale sont égaux. Je ne sais pas si tu m'as compris. En gros, c'est ça. Voilà. Je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais j'ai parlé de ça la dernière fois, juste avant les vacances. D'accord, merci monsieur. Alors, des fois, dans la pratique, on ramène le problème en 0, c'est-à-dire j'appelle x égale à plus h, et là, je vais avoir à la place de h x moins a, et ici x moins a. Donc là, les formules deviennent ainsi. Donc si je pose x égale à plus h, les formules Taylor à l'ordre 1 et 2 s'écrivent de cette façon. Enfin, l'ordre 2 est il écrit seulement. Donc f de x et f de a à la place de a plus h. Grade de f en a, x moins a à la place de h, 1 demi, à la place de h. Là où je vois h, je remplace par x moins a. Petite application directe. On veut le DL d'ordre 2 en 0, 0 de la fonction exponentielle de x plus y. Alors, tout le monde sait que cette fonction est super régulière, elle est de classe C2 même si infinie. Je sais qu'elle admet un DL à tout ordre. On le veut à l'ordre 2, ok, aucun souci. J'écris ma formule littéralement, puis je fais quoi? J'évalue f en 0, 0, j'évalue le gradient en 0, 0, je trouve de 1, c'est le vecteur de 1. Et puis la Hessienne, alors pour celle qui m'a posé la question sur la Hessienne, voilà comment on trouve la Hessienne. Donc c'est la dérivée seconde de f par rapport à x2. Après on l'évalue en 0, 0. Ici c'est d de f sur dy dx. On a un point x, y quelconque, une fois par rapport à x, puis une deuxième dérivée par rapport à y. Puis tu remplaces x, y par 0, on trouve 2. Ici c'est 2, c'est normal, parce que la fonction est de classe C2, même chose. Et puis pour 1, c'est deux fois la dérivée, donc la dérivée d'ordre 2 par rapport à y. Donc d de f sur dy2. Évidemment, c'est toujours exponentielle de x plus y, et en 0, 0, ça donne 1. Voilà ce qu'on obtient. Et puis je développe. Alors f0, 0, c'est 1. Le gradient, c'est ça. Je fais le produit scalaire, donc 2x plus y. Ici, je trouve l'expression du plan tangent au graphe de f. Vous voyez? Mais 2, 1, c'est les composantes du vecteur gradient qui est orthogonal à l'ensemble de niveaux, qui est en bas dans le plan R2. Donc il manque en fait le moins 1 pour qu'il devienne la normale au plan tangent. Puis je développe ça. Donc je trouve 2x2 plus 2xy plus y2 sur 2. Voici le DL d'ordre 2 de f, de la fonction exponentielle de x plus y. Vous voyez? Rien de compliqué. Euh, oui. Maintenant, là, je vais attaquer le paragraphe sur les extrémums libres, sans contrainte. Revenons au cas d'une fonction de R dans R, une fonction réelle. On veut déterminer savoir si elle admet un extrémum local. Et on fait quoi? Première chose à faire, c'est quoi? Disons qu'elle est dérivable, super régulière, tout ce que vous voulez. On fait quoi pour trouver si elle a un max ou un min? Je vous pose la question. Vous allez me dire, on dérive la fonction, on cherche quand est-ce qu'elle est nulle. Hein. Les points qui annulent la dérivée sont susceptibles d'être des éventuels extréma. Donc annuler la dérivée revient à annuler le gradient ici, dans notre cas, la différentielle. La différentielle, puisqu'elle est caractérisée par le gradient. Alors, dire que la différentielle est nulle revient à dire que le gradient est nul. De toute façon, c'est un résultat que je vais avancer tout à l'heure et je vais le démontrer.
Et donc, une fois la dérivée est nulle, alors je fais comment pour savoir si le point trouvé, qui est un point critique, un point candidat, est bien un maximum ou un minimum? Vous allez me dire, on va chercher la dérivée seconde, f seconde, pour voir comment la fonction fléchit, hein, pour voir sa concavité, parce que vers le haut, vers le bas. Et donc, on veut analyser en fait le terme d'entre deux, c'est-à-dire cette forme quadratique. C'est normal. Vous avez besoin- il faut pousser le DL à l'ordre 2. Pourquoi faire? Parce que le gradient, il est nul. Si je suis en un point critique, un point dans lequel le gradient est nul, cette partie est nulle. Voilà. Et donc, donc pour analyser, pour savoir si f est supérieur ou inférieur à 1, il faut analyser le terme d'après, le terme d'ordre 2. Donc on va devoir donc analyser cette partie qui est une forme, on l'appelle une forme quadratique. Je ne sais pas si vous avez vu les formes quadratiques et les formes linéaires en algèbre. J'en ai absolument besoin pour tout à l'heure. Donc en gros, voilà ce qui nous attend. Donc on va chercher les points critiques, balancer un certain nombre de propriétés, de définitions. Puis pour l'analyse des points critiques, il faut analyser la partie quadratique, il faut la réduire en fait. Bon, alors, donc c'est quoi l'extrémum local, c'est-à-dire un maximum ou un minimum local? D'abord, les points, il faut qu'ils soient des points intérieurs à l'intervalle en question, à l'ensemble en question, donc pas des extrémités. Et puis, il faut qu'on ait une sorte de espèce de bosse ou de creux, hein, voilà. Donc là aussi, 0, c'est un minimum local. Donc mathématiquement, ça veut dire qu'il existe une boule autour de A, autour de B, et autour de 0. C'est-à-dire un voisinage sur lequel la fonction, c'est-à-dire une fois restreinte, la courbe, une fois restreinte à ce voisinage, le point semble être un minimum ou un maximum, hein. Mais lui, c'est pas un maximum à toute la fonction. Il peut pas maximiser toute la fonction. Vous voyez, il y a des points qui sont supérieurs. Et puis, ces 2 points qui sont des minima, locaux. Je pense que ma courbe ici, elle est symétrique. Et donc ce sont bien des minima locaux et des minima absolus, hein. Ils minimisent la fonction, hein. Voilà, donc je reprends. Donc c'est quoi un minimum local? On a un point A, un minimum local A appartenant à B, quand ça, s'il existe un rayon positif tel qu'il existe une boule autour de A qui reste incluse dans D, et puis sur cette boule, F, A minimise toute la fonction. Donc, f de x est toujours supérieur à égal à f de A, et inversement pour le maximum. Je dis un extrémum quand je ne veux pas faire la différence, hein, un maximum, un minimum. C'est-à-dire un point en lequel euh, j'ai cette égalité ou l'autre, peu importe. Alors en dimension 2, heu, le même principe, même définition, on peut la conserver, hein. Heu, les maxima, locaux, c'est quand il y a des bosses, des minima locaux, c'est quand il y a des creux, hein. Bon, remarquez ici, que mes fonctions ici, elles sont régulières ici, hein, les dérivées sont nulles. Et en général, c'est faux. Ici, il y a aucune hypothèse sur, la régularité de f. J'ai dit juste une application f qui est juste définie, hein. Mais, pas forcément, imaginez la valeur absolue, par exemple la fonction en valeur absolue qui est, une courbe en V, hein. Le point 0 ici, c'est un minimum local, c'est un minimum absolu même, mais, en lequel la dérivée n'est pas nulle. C'est normal parce que la fonction n'est pas dérivable. Mais quand elle est dérivable, hein, eh bien la dérivée est forcément et nécessairement nulle. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, 1er résultat, si ma fonction est de classe C1 et admet un extrémum, si vous savez au préalable qu'elle admet un extrémum local en A, un maximum ou un minimum, alors nécessairement la différentielle en ce point est nulle, ce qui équivaut aussi à dire que le gradient est nul. Heu, pratiquement la même, démarche, même preuve pour, le cas d'une fonction de R dans R. Donc, on veut montrer que le gradient est nul, c'est-à-dire que ses composantes sont nulles. Un vecteur est nul, c'est quand ses composantes sont nulles, et les composantes sont formées par les dérivées partielles par rapport à xj. C'est df sur dx1 point A, df sur dx2, ainsi de suite. Alors je me fixe un j, une composante donnée, de 1 à n, je vais montrer que la dérivée, la différentielle de f par rapport à xj, par rapport à cette variable en A est nulle. Ça, je peux le faire pour tout j choisi de 1 à n de manière arbitraire.
ça veut dire que toutes les composantes, on retrouve la même chose, ça veut dire que toutes les composantes du gradient est nul et le gradient, par conséquent, il est nul. Bon, alors pour montrer que df sur dx(j) au point A est nul, sa dérivée, c'est quoi? Je rappelle, c'est la limite quand t tend vers 0 de f de a plus, tej moins f de a sur t, hein. C'est le taux de variation de f suivant en point A, suivant le vecteur ej. On va montrer qu'elle est nulle, tantôt négative, tantôt positive. Alors, je reviens donc à notre hypothèse. J'ai quoi comme hypothèse? F admet un extrémum local en A. Disons qu'il s'agit d'un maximum local, par exemple, ou d'un minimum, allez, d'un minimum local. Donc au voisinage de A, ici il est A plus TEJ, qui reste dans cette boule, dans une boule donnée, est supérieur à F de A. Là, je traduis l'hypothèse, F admet un minimum, disons un minimum local en A. Voilà ce que ça donne. Bon, à la place de X ici, je prends A plus TEJ. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est tout simplement h de t, si j'appelle h la fonction qui à chaque t associe f de a plus tej, ça c'est h de t, et à droite c'est h de 0. Ça veut dire, localement, au voisinage de t égale à 0, 0 est un minimum local pour h. Voilà ce que ça veut dire. Et d'après le cours de première année, comme h est dérivable, pourquoi est dérivable composé de fonctions ici dérivable, est dérivable, la dérivée en ce point est nulle. Si vous ne vous rappelez pas de ce résultat, on peut le refaire, le redémontrer à la main. Euh, En fait, vous faites f de a plus tej moins f de a sur t, oubliez h, hein, f de a plus tej moins f de a sur t, quand t est positif, bien sûr, vous conservez le sens d'une égalité, puis vous passez à la limite quand t tend vers 0. Comme f est dérivable, enfin différenciable, alors cette dérivée partielle première existe, elle vaut ça, et elle est positive. Si t est négatif, je repars de cette même inégalité, je redivise par t, mais cette fois avec t négatif strict, et je passe à la limite quand t tend vers 0. Je retrouve cette dérivée partielle, mais cette fois avec l'inégalité inverse, inférieure égale à 0. Donc df sur dxj au point A à la fois positive ou nulle et négative ou nulle, donc elle est forcément nulle. On peut refaire le même schéma de démonstration pour un maximum local. Voilà. Donc retenons ça. Si f est de classe 1, et si on sait au préalable que f admet un extrême local, je sais qu'elle a soit une bosse ou un creux, alors je sais que le gradient en ce point est nul. Graphiquement, ça veut dire que la courbe admet un plan tangent, une droite tangente. Petite terminologie, heu, un point lequel le gradient est nul, on l'appelle un point critique. Mais un point critique, c'est juste un point candidat, hein. Donc première chose à faire, pour repérer les extrémas d'une fonction, si notre fonction est régulière, au moins de classe C1, c'est généralement le cas, on commence par annuler le gradient. Puis, analyser point par point, la nature de chacun d'entre eux. Voilà. Bon. Ici, oui, je le fais, comme remarque. Donc, si A est un point critique, ça n'entraîne pas que F admet un extrême local en A. C'est peut-être un maximum, peut-être un minimum, mais je peux pas conclure indirectement. Pour vous convaincre, vous pouvez, je vous rappelle l'exemple que vous connaissez super bien, hein, l'exemple de la fonction x3, hein. X3, vous avez en tête son graphe, hein. C'est comme la fonction tangente, hein. Sa dérivée s'annule bien en 0, le point 0 n'est ni maximum ni minimum. Pour le cas de cette fonction aussi de R2 dans R, x2 moins y2, son graphe ressemble à la selle de cheval, hein, vous voyez très bien, ça ressemble à ça. Et le point 0, 0, c'est un point dans lequel le gradient est nul. Le gradient, c'est 2x comme première coordonnée, deuxième coordonnée, c'est moins 2y. En 0, 0, on voit bien que c'est nul. Et pourtant, 0, 0, il n'est ni maximum ni minimum. Alors, pour vous convaincre, alors si je fais une section suivant le plan de coupe x égale à 0, j'obtiens cette courbe jaune en continu, hein.
cette parabole, normalement, c'est une parabole, et le point 0, 0 semble être un maximum local. Alors que suivant l'autre plan de coupe, c'est-à-dire suivant le plan de coupe y égale à 0, j'ai quoi comme section? Enfin, la courbe tracée sur ce plan, c'est la courbe en interrompu. C'est une parabole et 0, 0 semble être donc un minimum local en seconde. Vous voyez, donc tantôt c'est un minimum, tantôt c'est un maximum. C'est pas donc un maximum, un extrêmement local. On l'appelle un point selle ou un point colle. Alors, un point selle pour faire référence à la selle de, ça fait référence à la selle de cheval. Voilà. Donc, retenons ça. Je répète donc, pour trouver les points critiques de f, on fait quoi? On annule le gradient, puis, puis, il faut faire attention. Donc, un point critique n'entraîne pas forcément un extrémum local. Donc, il faut faire gaffe. Il se peut qu'on ait un point cell, donc un point qui n'est ni maximum ni minimum. Bon, quoi d'autre? C'est tout pour le moment. Oui, une idée sur oui, comment repérer? Des fois, je vous donne, on nous donne des tracés de gradient, comme en météorologie, on voit le gradient, on voit pas la surface, le graphe du vent en 3D. C'est impossible. On voit à peu près, avec les isobars et les isothermes, on peut quand même mettre des flèches pour comprendre un peu ce qu'il y a. Donc ici, on a un point. Donc si vous voyez que les flèches du gradient, hein, divergent du point, ça veut dire qu'il s'agit d'un minimum local ici. Alors pourquoi? Parce que les flèches pointent dans la direction de croissance maximale. Dans ce sens, dans tous les sens, en s'éloignant du point, en fait. Voilà. Dans tous ces sens, de part et d'autre, la courbe, elle croît. Donc ça ressemble, si vous voulez, à cette courbe en bol, ce graphe de bol. Donc il s'agit d'un million local. Et quand vous voyez des flèches qui convergent vers le point, la fonction dans ce sens, elle croît. Donc c'est comme le bol mais renversé, ou comme un chapeau, une casquette, hein. Il s'agit d'un maximum local. Et quand vous voyez des flèches qui convergent dans un sens et divergent dans l'autre sens, hein, dans ce sens, les flèches s'éloignent du point, et dans ce sens, suivant l'axe x égale 0, les flèches se rapprochent du point. Donc dans ce sens, le point semble être un maximum, et dans ce sens, semble être un minimum. Donc c'est ni point, ni maximum ni minimum, c'est bien point cell. Bon. Oui. Maintenant, l'analyse des points critiques. Une fois trouvés les points critiques, je fais comment pour déterminer leur nature? Et donc, il faut étudier localement, étudier le comportement de f, mais localement le point en question. Localement, j'ai une description locale de la fonction, c'est via la formule de Taylor-Young. Donc, je suppose que ma fonction est de classe C2, je sais donc écrire son DL à l'ordre 2. Si A est un point critique, alors la partie linéaire qui est formée par le produit scalaire, gradient, scalaire, machin, c'est 0. Donc, le terme qui va... Donc, on veut contrôler le signe, en fait, f de A plus h moins f de A. Est-ce que f de A plus h est plus grand que f de A ou plus petit? Alors, tout dépend du signe du terme qui vient après la partie linéaire, la partie qui est nulle. C'est lui qui va décider quant au signe de cette différence. Cette forme quadratique est formée par un demi transposé, non, quel transposé? Produit scalaire, la hessienne, blablabla. Voilà. C'est ce terme quadratique. En général, pour une fonction de variable, c'est un terme en x2, en xy et en y2. Donc, voilà, je l'ai bien noté. Le signe de la forme quadratique va nous permettre de déterminer si pour h petit, cette quantité, la différence, ou f de a plus h plus petit que f de a, ou le contraire. Aussi, les deux cas se présentent. Tantôt c'est supérieur, tantôt c'est inférieur. Il s'agit d'un point cell dans ce cas. Donc, on a un premier résultat. C'est une première condition suffisante, mais pas nécessaire. Alors, on se place dans un point critique. J'ai un point critique, un point lequel le gradient est nul. Alors, si QAF, si cette forme quadratique, elle est définie positive, faites pas attention au mot défini pour le moment. Mais positif seulement ne suffit pas. Il faut rajouter défini positive. Alors, f, dans ce cas, admet un minimum local en A. Alors, ça veut dire quoi, défini positive? Ça veut dire que c'est supérieur ou égal à 0, quel que soit h, et le touche 0 quand 0. Alors, son noyau, c'est 0.
seulement 0. Il est réduit à 0. Donc, si c'est positif, si cette quantité est positive, alors f admet un minimum local en A. Positif, oui, ça veut dire que j'ai ça. F de A plus H supérieur à f de A. Le contraire, si elle est définie négative, alors j'ai un maximum local. J'ai ça. Bon. Voici un exemple tout simple. On considère le polynôme x2 moins 3xy plus y3. On veut déterminer les extrémas. Je fais quoi? On annule le gradient. Est-ce que tout va bien pour le domaine? Oui, c'est un ouvert de R2. C'est R2 tout entier. R2 tout entier. Puis f est de classe C1. Pourquoi? C'est m de classe C2. Pourquoi? Parce que c'est un polynôme. D'accord? Oui. Voilà. مسيو Oui. مسيو سامحني يا رانا نقراو ل 11 غير 4 معناها مازال كندرج. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. ميرسي. Alors, donc pour trouver les extrémas, je fais quoi? On annule le gradient. On commence par repérer les points critiques. Voilà, tout simple. Je fais df sur dx, df sur dy. Voilà ce que j'obtiens. Et un simple système linéaire à résoudre. Et on obtient 2 points critiques dans 0, 0 ou 9 quarts, 3 demi. Donc maintenant, alors, il faut décider si, faut déterminer la nature de chacun de ces points. Est-ce un minimum local? Est-ce un maximum local? Ou ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire un point sel. Et pour le savoir, il faut analyser, il faut voir, faut analyser le terme d'après dans le DL d'ordre 2, c'est-à-dire le terme formé par la Hessienne, la forme quadratique. La Hessienne dans ce cas, c'est 2, moins 3, 6, y. Facile à trouver, hein. Dérivée seconde par rapport à x, dérivée seconde par rapport à y, et puis dérivée croisée. Moins 3, moins 3. Quand j'écris le DL à l'ordre 2, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens x2 moins 3xy. Ça, c'est le développement limité à l'ordre 2 de ma fonction. Bien sûr, il n'y a pas de terme d'ordre 1 puisque le gradient est nul. Et voilà ce que j'ai. Donc, comme j'ai dit, il faut analyser cette forme quadratique. Est-ce qu'elle est définie positive ou définie négative? Ou ni l'un ni l'autre. Et là, comme ça, je peux pas. Mais si j'avais x2 plus y2, je sais qu'elle est définie positive. Si j'ai moins x2 moins y2, je sais qu'elle est définie positive. Et si j'ai x2 moins y2, je sais qu'elle est ni définie positive, ni définie négative, elle est non définie, en fait, et ça forme un point sel. Donc, l'idée, c'est quoi? À chaque fois que j'ai une forme quadratique, les termes ne sont pas bons, j'ai pas de carré, de somme ou différence de carré, il faut la réduire. C'est-à-dire la réécrire sous cette forme. Soit des sommes, soit une somme de carré, soit différence de carré, soit mélangée, hein, pour pouvoir décider si j'ai un minimum local, un maximum local ou ça. Et donc, pour la réduire, on dispose de 2 méthodes. C'est l'objet de la séance d'après, puisqu'il n'y a plus de temps. Pourtant, j'ai programmé 1h30, je comprends pas. Bon. Je sais pas quand ça peut pas attendre jusqu'à la semaine prochaine, ça fait trop. Donc, si on peut reprendre l'après-midi, tenez-moi au courant. Parce qu'il reste plus grand-chose, il reste 2-3 diapos et on aura terminé. OK? Monsieur, Oui, oui. juste, على فاست القراية en ligne الأوغيغ متاع لي كور تبدل حسب رمضان معناه ما نبداوش جونغ على 10 غير 4 ونكملوا 11 و4. J'ai pas l'emploi, j'ai pas le changement,